La France suspend l'aide publique au développement au Mali, une décision motivée par le partenariat militaire avec Wagner, selon le Quai d'Orsay, jeudi 18 novembre 2022. Cette suspension de l'aide publique au développement allouée par Paris, selon certains observateurs, entraînera l'arrêt d'activités essentielles, voire vitales, menées au profit des populations en situation de grande pauvreté. Nous en parlons dans cette édition. Alors, deuxième sujet à évoquer dans cette édition, il s'agit du Royaume-Uni, où l'Angleterre qui annonce le retrait définitif de ses troupes déployées au Mali ce lundi 14 novembre 2022, alors qui serait justifiée, cette décision qui serait justifiée naturellement par le partenariat contre-productif entre la transition au pouvoir à Bamako et le groupe paramilitaire russe Wagner. Nous en parlons également, et le recul de la liberté de presse, recul de la liberté d'expression, on en parle également sur ce plateau. Et pour terminer, la situation sécuritaire dans le nord et dans le centre du Mali. Nous avons trois bons invités sur ce plateau pour en parler. Justement, alors j'ai M. Aboubacrine Touré, il est communicant. M. Aboubacrine, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Très bien. Monsieur Badou Escoba, directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali. Monsieur Badou Escoba, merci de nous rejoindre sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Et bonsoir. Merci. Bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices qui nous suivent en ce moment sur Alafia Hebdo, qui est en train de devenir une télévision de référence. Et au passage, je salue cette chaîne qui prêche la bonne information, et je profite de votre plateau pour encore une fois mettre en garde la hack. Alors, nous allons revenir dans un instant. Monsieur Anas Maïga, je rappelle que vous êtes membre de la force G de Gao. J'espère que vous allez très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de l'invitation, et je dirais bonsoir aux téléspectateurs aussi. Très bien. Merci. Alors, nous l'annoncions dans un instant. Je reste avec vous pour aller au très fond des sujets. J'aimerais demander quel est votre état d'esprit actuellement sur ce plateau et comment va le pays? Comment va le pays? Je pense que c'est une question qui n'est pas difficile à répondre. Mais allez-y, répondez. J'arrive au fait. Le pays ne va pas bien sur bien des plans. Et le Malien arrive difficilement à manger. Certains Maliens sont... Vous fouillez dans toutes les familles pour savoir si les familles arrivent à manger normalement non, ou pas? Pas dans toutes les familles, en fait. Les familles ne peuvent pas être au même pied d'égalité aussi. Il y a des familles qui arrivent difficilement à trouver à manger. Il y a des familles qui ont des difficultés à garantir les trois repas de la journée. Et ainsi de certains sont déplacés, ils sont obligés de quitter chez eux pour trouver un endroit sécurisé. Certains n'y arrivent pas, ils sont massacrés. Donc c'est ça la réalité du pays actuellement. Très bien. Merci. Alors, monsieur Aboubacrine Touré, je rappelle que vous êtes communicant. Comment vous allez et quel est votre état d'esprit actuellement? Comment va le Mali? Bon, permettez-moi, avant de répondre à votre question, de saluer les téléspectateurs de Alafia TV, cette télévision qui accompagne la réalisation de la paix dans notre pays. Pour répondre à votre question, je dirais que nous avons des pincements au cœur, parce que nous avons été de ces observateurs qui ont voulu le départ du pouvoir IBK. Nous avons cru que la transition serait une aubaine pour l'ensemble malien de se retrouver. Monsieur Aboubacrine, est-ce que vous regrettez aujourd'hui le départ du pouvoir? Je ne regrette rien parce qu'il est trop tôt de faire un bilan. Mais je pense qu'il y a des dérives auxquelles nous devons faire très attention. Aujourd'hui, certaines agences du système des Nations Unies ont dénombré plus de 7,5 millions de Maliens qui doivent être sous assistance humanitaire. Cela dénote de la gravité de la situation, alors même que les pouvoirs publics ont tendance à ne pas poser des actes concrets. C'est pourquoi j'ai un pansement au cœur. Je pense qu'en tant que Malien, aujourd'hui, il faut sonner la sonnette d'alarme pour que les autorités se ressaisissent et posent des actions concrètes pour trouver des solutions idoines à ces 7,5 millions de Maliens.
la moitié de la population malienne, je veux dire, est sous assistance humanitaire. Les autorités doivent ne pas perdre de vue cela. Parce que manifestement, il n'y a pas de décision courageuse qui soit prise qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie. Je l'ai dit sur tous les plateaux. Une gouvernance publique dont la vocation essentielle n'est pas de trouver des solutions aux problèmes de pollution ne mérite pas d'être maintenue en place. Cette gouvernance doit être reléguée au second plan. S'il nous faut tenter autre chose, il faut le tenter. Mais je pense que les autorités sont conscientes de la situation et qu'ils vont devoir se ressaisir. C'est pourquoi je finis par cette note d'espoir que mieux vaut plus tard que jamais. Il faut se saisir. Merci. Alors, Monsieur Badou Escobar, directeur de publication du journal Le Triomphe du Mali, une fois encore, merci d'être sur ce plateau. Merci. Vous nous dites quel est votre état d'esprit actuellement et comment va le Mali, où est-ce que nous allons? On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Quels œufs vous voulez casser? Les œufs que nous voulons casser, ça c'est les œufs de la souveraineté. La restauration de la souveraineté a un prix et on est en train de payer ce prix. Et c'est un prix fort et nous devons payer ce prix. Sinon, si nous faisons un diagnostic sans complaisance de la situation actuelle du Mali, le panier de la ménagère coûte cher en matière de corruption. Je peux dire sur votre plateau, sans risque de me tromper, qu'il n'y a pas d'avancée. Beaucoup se plaignent par rapport aux dossiers qui ont été remis à la justice et des dossiers qui sont restés sans suite. Et au-delà de cela, vous avez vu récemment la composition du CNT. La composition du CNT prouve que c'est d'IBK sans IBK. Donc quand on tient compte de tous ces facteurs, on peut dire que même si sur le plan sécuritaire il y a des avancées, même si notre armée nationale est en train de monter en puissance, même si l'État est en train de faire des efforts pour soulager la misère de la population, beaucoup reste à faire et nous demandons à l'État... Beaucoup reste à faire, mais on dit souvent aussi que Paris n'est pas construit en un seul jour. Paris n'est pas construit en un seul jour. Oui, Paris n'a pas été construit en un seul jour. C'est une vérité absolue qui est là. Mais il a fallu du temps pour que Paris soit Paris. Et il faudrait du temps pour que le Mali soit le Mali. Mais il faut jeter les bases pour que le Mali soit un autre Mali. Et ces bases-là, ça passe par la lutte contre la corruption, la lutte contre la gabegie, la concussion, la prévarication, le trafic d'influence. Et à présent, il y a encore le trafic d'influence. Parce qu'au sommet de l'État, par la faute de certains officiers supérieurs qui sont aux commandes, il y a des corrompus qui continuent à occuper certains postes de responsabilité. Très bien. Alors, merci. On va rapidement dans le fond du sujet. Il s'agit bien sûr de la France qui suspend l'aide publique au développement au Mali, en tout cas, une décision motivée par le partenariat militaire avec Wagner, selon le Quai d'Orsay, ce 18 novembre 2022. Comment est-ce que vous appréciez ceci? Cette aide qui est suspendue peut avoir des conséquences considérables. Je dirais d'abord que c'est une suite logique de certaines décisions précédentes de la France. D'abord, le départ précipité de Barkhane. Ensuite... Pourquoi précipité? Parce que ça n'a pas été préparé. C'était une décision unilatérale, encouragée par certains propos de nos autorités qui n'ont pas plu à la France. Donc, actuellement, les conséquences sont visibles à Gao, où Barkhane avait le gros de sa force. Donc, pour nous, c'était une décision précipitée parce que ça n'a pas été préparé pour atténuer les conséquences. Une question intermédiaire. Vous êtes de la force G de Gao. Le départ de Barkhane, est-ce que vous le ressentez? Vous ressentez ce départ? Est-ce que la population ressent ce départ de Barkhane? Déjà, si je vous dis, par exemple, aujourd'hui, il y a plus de 600 jeunes et des prestataires qui étaient employés par Barkhane. Plus de 600. Donc, c'est des chômeurs qui s'ajoutent au nombre de chômeurs qui existent déjà. Donc là, ça crée un désordre économique au niveau de Gao, où l'insécurité n'a pas laissé grand-chose. Donc, voyez-vous. Et au-delà, la situation sécuritaire, certes, Barkhane, on se plaignait du fait que Barkhane n'arrivait pas à combattre le terrorisme. Mais Barkhane était, comme on le disait, Barkhane était une forme de force de dissuasion. Et là, avec le départ de Barkhane, ça a créé un boulevard qui a permis à l'IGS d'occuper en quelques mois seulement
toute la zone. Très bien. Alors revenons à notre question, la suspension de l'aide publique au développement au Mali, qui est en tout cas qui est motivée, cette décision qui est motivée par le partenariat militaire avec Wagner. Est-ce que nous avons ou nous aurons dans les jours à venir, dans les mois à venir, des conséquences considérables de cette décision prise par le Quai d'Orsay? Moi, je dirais que si la décision est immédiate et que ça concerne toutes les interventions de l'AFP, et de l'AFD plutôt, il y aura des conséquences. Déjà récemment, il y a quelques mois, je pense que l'AFD a annoncé l'accompagnement dans le cadre de la lutte contre la malnutrition au Mali et c'était plusieurs milliards. Et si ces plusieurs milliards-là qui devaient permettre à certains Maliens de pouvoir mieux se nourrir, si ces milliards-là sont récupérés encore par l'AFD, ça va créer un autre problème. Vous voyez déjà. Très bien. Alors, départ ou suspension par la France de l'aide publique au développement au Mali, les conséquences peuvent être considérables. Oui, évidemment. Vous savez, le journal Le Monde avait annoncé qu'entre 2013 et 2017, la France a investi plus de 310 milliards dans le cadre de ce projet de développement. Et cette suspension va mettre fin à plus de 70 projets. Il faut entrer dans les chiffres pour que les uns et les autres comprennent de quoi il s'agit. 310 milliards de francs CFA, ce n'est pas un montant négligeable. Anas disait tantôt que l'AFD, l'Agence française pour le développement, intervient surtout dans le cadre de la malnutrition. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Nord, les conflits qui sont nés au Nord ont augmenter le nombre des enfants malnutris. Et des femmes ont été surprises de voir leurs maïtis sous les regards médisés. Tous les bras valides. Chaque fois que les groupes armés terroristes envahissent un village, ils trouvent les réflexes de tuer tous les hommes et d'épargner les femmes. Ces femmes, souvent, ne sont laissées pour elles-mêmes. Donc, l'Agence française de développement intervient beaucoup sur ce volet pour aider les veuves, les enfants malnutris, en tout cas orphelins de guerre. Vous voyez, donc 310 milliards, je dis, ce n'est pas sans conséquence. Mais ce qui est encore plus grave dans cette histoire, c'est qu'au sein même de l'opinion française, il y a des organisations non gouvernementales qui ont décidé d'écrire au président français Emmanuel Macron, parce que l'annonce a été faite le jeudi seulement, quelques jours après que le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire aient annoncé leur divorce avec nos autorités. La France a emboîté les pas pour dire qu'elle aussi, elle intervient pour mettre fin à ces aides au développement et suspendre plus de 70 projets. Et ces 70 projets, je vous l'ai dit, M. Fabrice, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce que l'objectif de la France, c'est de dénoncer la présence de Wagner ici. La France pense que ça coûte cher au pouvoir public malien de financer Wagner. Et si elle ne fait pas attention, ces autorités risquent de détourner même ces aides pour payer Wagner. Mais les autorités maliennes pouvaient s'attendre à ces moments où ces décisions tombent parce que l'isolement ou les décisions, la souveraineté, la recherche de la souveraineté, de l'indépendance, de l'autonomie étaient vraiment mises en avant. Oui, elles peuvent s'attendre, mais est-ce qu'elles sont préparées? Parce que c'est ce que je disais à l'entame de mes propos. J'ai dit aujourd'hui, on a l'impression que les intérêts du citoyen lambda ne sont pas souvent bien perçus. Il y a une fibre nationaliste, il y a une oreille gouvernementale, il y a une communication institutionnelle qui abandonne carrément le bien-être du citoyen. Parce que le projet de développement intervient pour l'intérêt supérieur de la population. C'est pourquoi je disais que certaines organisations non gouvernementales en France ont décidé d'interpeller le président français pour lui dire de revenir sur sa décision. Parce qu'en prenant cette décision de suspendre les aides publiques au développement, il ne fait pas du mal aux autorités, il fait du mal aux démunis, il fait du mal aux victimes de guerre, du conflit au nord. C'est à ceci qu'il fait du mal. Donc ces ONG sont convaincus qu'ils trouveront les moyens de faire plaisir, de faire fléchir le président français pour qu'il revienne sur sa décision. Mais moi, ça m'étonnerait parce que l'objectif de la France, c'est de créer les conditions pour que les autorités considèrent la présence de la force paramilitaire russe Wagner comme étant non opportune pour que véritablement un divorce soit annoncé. Parce que la France pense qu'elle n'est pas en mesure de dévouler sur les mêmes champs que Wagner. Donc les conséquences seront très fâcheuses. Il faut que nos autorités trouvent rapidement des partenaires
pour un peu gigler les impacts ou encore pour combler le vide. Pour combler le vide. Et jusqu'à présent, ce que je cherche, il n'y a pas une communication dans ce sens. Nos autorités n'ont pas pris des initiatives allant dans le sens de dire que, après avoir... Il n'y a même pas une communication, c'est ce qui fait très grave. C'est ce qui est encore plus grave. Nos autorités n'ont pas fait un communiqué officiel par rapport à ces suspensions. Très bien, merci Monsieur Aboubakri Touré. Alors Monsieur Badou S. Koba, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette suspension, les conséquences seront fâcheuses? Dit Monsieur Aboubakri Touré, est-ce qu'aujourd'hui on a toujours besoin de la France après des discours de la recherche de souveraineté, d'autonomie, d'indépendance? Pendant 62 ans, l'Agence française de développement nous a aidés pour quels résultats aujourd'hui? Et nous vivons les conséquences même de l'aide au développement. C'est devenu un goulot d'étranglement pour nos États. Au lieu de donner du poisson à quelqu'un, apprendre à pêcher. Et on commence à mourir quand on commence à fermer les yeux face à l'injustice. L'a dit Ernesto Che Guevara, c'est une réalité. Aujourd'hui, la situation du Mali est difficile, mais continuer à compter sur l'aide étrangère, c'est compromettre l'avenir. Ahmed Sékou Touré l'a dit, il vaut mieux vivre dans la pauvreté, dans la dignité, que de vivre dans la richesse, mais vivre dans la richesse et l'opulence, n'est-ce pas, dans l'esclavage. Moi, je pense que les Français, en décidant de ne plus nous aider, commettent une erreur très grave. Parce que chaque État est souverain, chaque État est libre de choisir sa mode de gouvernance. Vous dites que la France, en décidant de suspendre cette aide, commet une erreur grave. Oui, la France est en train de commettre une erreur grave au nom de l'humanité. Parce que chaque État est souverain, chaque État peut choisir sa façon de gouverner son peuple. Et c'est ce que le peuple malien a décidé. Et ils ont aussi peut-être le choix d'aider qui ou d'aider ou de ne pas aider. Oui, la France est libre d'aider qui elle veut. La France n'est pas obligée de nous aider. Et je me rappelle bien, en 1995, il y a eu une conférence de cadres à Tombouctou. À l'époque, Ibrahim Bokar Keïta, paix à son nom, il était ce bouillant Premier ministre. Il y a le représentant de la Confédération helvétique qui a eu le courage moral de dire que si les circonstances de la mort de Jean-Claude Berbera ne sont pas élucidées, la Suisse va suspendre sa coopération avec le Mali. Ibeka lui a dit que la Suisse n'est pas obligée d'aider le Mali. Le Mali n'a jamais forcé la main à quelqu'un pour l'aider. Donc si les Français ne veulent pas nous aider, il ne faut pas que les Français poussent les autres à ne pas nous aider. Mandela a l'habitude de dire une chose lors d'une conférence de presse. Il a dit à des journalistes occidentaux, vous voulez que vos ennemis soient nos ennemis. Vous parlez de Fidel Castro, de Yasser Arafat. Mais ces dirigeants-là nous ont aidés sur le plan financier et matériel. Et Mandela n'a pas parlé au hasard. Parce qu'en janvier 1988, si les troupes angolaises ont battu les troupes sud-africaines et l'UNITA, c'est avec le soutien des contingents cubains. Et cette bataille a permis l'effondrement de l'apartheid, et le président sud-africain de l'époque, Peter Botha, a été même obligé de prendre langue avec les Félix Houphouët-Boigny pour que la guerre cesse. Et pour que la Namibie. Mais quelles peuvent être aujourd'hui les conséquences pour le Malien, cette suspension, des Maliens au fin fond, ou bien dans les contrées, quelles peuvent être aujourd'hui les conséquences de cette suspension de l'aide publique au développement au Mali? Quelles peuvent être les conséquences sur les citoyens? Les conséquences, c'est que les citoyens doivent attacher la ceinture. Nous sommes tous partis au boulevard de l'indépendance pour dire notre ras-le-bol par rapport à l'attitude de la communauté internationale lorsqu'on nous a imposé injustement cet embargo. Plus de 4 millions de Maliens sont sortis. Donc si vous voulez être un État souverain, vous devez en assumer les conséquences. Le 28 septembre 1958, et quand Sékou Touré a dit que la Guinée opte pour l'indépendance, les Français avant de partir ont tout saccagé, mais la Guinée est en train de vivre, la Guinée continue à vivre. Donc c'est pour vous dire qu'on n'a pas peur de la suspension de l'aide au développement de la France. C'est vrai que l'aide de la France, c'était un apport de 25% sur le budget de l'État. Mais il ne faut pas qu'on oublie aussi que le Mali importe plus de 700 milliards de francs CFA d'hydrocarbures chaque année. Le Mali importe chaque année plus de 300 milliards de francs CFA de denrées de première nécessité. Alors qu'il y a le barrage de Makala. Je pense que c'est l'occasion pour les autorités maliennes de se ressaisir et d'explorer d'autres pistes pour que nous soyons autosuffisants sur le plan alimentaire et sur d'autres plans. Moi, je pense que quand on vous prive de quelque chose, c'est pour vous apprendre et vraiment à mieux travailler.
Je me rappelle bien, à l'époque, quand les Américains envoyaient de la nourriture aux Chinois, ils écrivaient sur les caisses réservées aux chiens et aux Chinois. Aujourd'hui, regarde la Chine. Parce que les Chinois ont assumé les conséquences de la faim. Et Mao l'a dit, le pouvoir est au bout du fusil. Donc, le peuple chinois a enduré les souffrances pour être là où il est aujourd'hui. C'est ce que nous voulons pour le peuple malien. Donc, pour vous-même, cette suspension est la bienvenue. Cette suspension est la bienvenue. Au lieu de nous asseoir, pleurer là. Levons-nous et travaillons. Nous devons nous mettre au travail. Et la France a suspendu son aide au développement, c'est fini pour le Mali. C'est l'occasion pour le peuple malien de se mettre debout et de travailler. Moi, je félicite même la France pour la suspension de cette aide. Les Français vont voir si on va mourir. Vous semblez vous contredire puisque vous dites que la France commet une erreur en suspendant. Au nom de l'humanité. Je dis au nom de l'humanité, parce que la situation du Mali est tellement difficile que si la France suspend son aide, ce n'est pas une bonne chose. Mais la suspension de l'aide ne doit pas nous empêcher de... Ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Donc nous devons entreprendre d'autres choses. Un peuple, c'est le génie. Faisons appel à notre génie. Vous savez, vous connaissez le premier ingénieur africain. Le premier ingénieur africain, vous le connaissez. Vous ne le connaissez pas. C'est Bambougouji Diarra. C'est lui qui a créé le canal de Bambougouji qui va jusqu'à Markala. Et le bateau emprunte ce canal. Les Français étaient là. Quand Bambougouji Diarra créé ce canal, c'est les Français étaient là. Les Français n'étaient pas là. Disons-nous la vérité. Il faut qu'on travaille. Laissons ces histoires d'aide. J'ai dit ces aides-là, c'est un boulot de travail. Après 62 ans d'indépendance, 62 ans d'aide, qu'est-ce qu'on a vu comme résultat? Pendant les rues de Bamako, c'est rempli de tas d'ordures. Il y a des nids de poules partout. Où est passée cette aide? Moi, je pense que c'est cette aide même qui a compromis notre avenir. Parce que quand cette aide vient, il faut dire la vérité aussi. Cette aide tombe entre les mains de certains qui mettent ça dans leur type digestif. Voilà. Et on se retrouve à la place de bas. Donc la suspension de cette aide, c'est même une bonne chose. Très bien, merci. Voilà. Merci, vous semblez ne pas être d'accord sur ce que vous dites. Sur ce que disait mon aîné, au fait, le problème est qu'aujourd'hui, certains n'ont même pas sur quoi serrer la ceinture. Ouais. Il faut le dire. Il y a du vide. Il y a du vide, au fait. Et pour serrer la ceinture, il faut avoir sur quoi serrer la ceinture. Est-ce qu'il y a la ceinture? Certains en ont, mais certains n'en ont pas. Mais il faut d'abord avoir sur quoi la serrer d'abord. En fait, le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'aide au fait, mais qu'est-ce qui a été prévu ou bien qu'est-ce qui a été envisagé exactement pour apporter une réponse adéquate à ce qui va se passer après. En fait. Et si cela n'est pas, c'est un problème en fait. Voyez. Et comment on appelle, ceux qui bénéficient de cette aide-là, c'est des gens qui sont dans le besoin. Hein? C'est des gens qui en ont réellement besoin. Donc, qu'est-ce qui est prévu ou qu'est-ce qui sera prévu pour ces gens-là? Déjà, le grand frère disait qu'il n'y a même pas eu de communiqué à la suite de la suspension du secteur. Bon, il ne faut pas être pessimiste, ça peut être ce soir. Même non, c'est au fait se poser des questions et mettre certaines choses en doute va peut-être pousser qui de droit à réagir. Donc nous, à notre niveau, nous nous posons des questions. Très bien. Merci. Alors, vous voulez réagir sur ça? Je voudrais, si c'est volé, je ne pense pas être du même avis que le grand frère Badou, parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'un problème sans solution est un problème mal posé. Dès lors que le problème est posé, il faut trouver une solution. Et il ne s'agit pas de nous individuellement. Il s'agit de certains populations qui sont dans les confins du territoire, qui ont besoin d'aide. J'ai dit, il ne s'agit pas de rejeter la France sous toutes ses facettes. Il y a des volets sur lesquels la France est utile. Parce que le problème, c'est quoi, M. Fabrice? Il est même difficile pour le pouvoir public d'envoyer, en tout cas, des commis de l'État ou encore des envoyés du pouvoir de l'État pour aller secouer des personnes en difficulté. Aujourd'hui, même certains ONG pensent ne plus pouvoir aller dans certains contrées du pays à cause de l'insécurité. Parce que l'État n'est pas arrivé à sécuriser ces zones. Donc, c'est des zones qui sont abandonnées. Elles sont laissées pour compte. Donc, venir dire ici avec fierté, je suis fier d'être malien comme lui, mais j'ai dit aujourd'hui on veut une solution à un problème posé. On n'est pas en train de dire qu'après la France qu'on va mourir, mais en attendant, quelle réponse les pouvoirs sont en train en tout cas d'explorer? Parce que chaque jour qui passe est un jour de trop pour ceux qui sont dans les besoins. Pour ceux qui sont abandonnés, vous savez, on a détruit des cultures, on a enlevé des animaux pour les éleveurs, on a détruit les cultures, on a brûlé des champs.
Donc, ces gens-là ont besoin de cette aide-là, qu'elle vienne de la France ou d'une autre organisation. Si la France l'amène, si l'État malien n'est pas en mesure d'apporter cette aide, et que la France l'apporte, c'est une valeur ajoutée, c'est un acquis, c'est à encourager. Mais je suis d'accord avec lui quand il pense qu'il faut définitivement retravailler les génies maliens pour trouver des solutions à l'interne. Je suis d'accord avec lui. Mais cela ne peut pas se faire dans la précipitation. Moi, j'aurais voulu que le pouvoir public, les autorités de la solution fassent une communication dans laquelle ils diront que, vu l'absence de la France et l'aide publique de la France, nous avons trouvé d'autres pistes de solutions qui vont être explorées le lendemain de la suspension. C'est ce qu'on appelle de la célérité dans l'action. Et on a plus besoin d'action que des effets d'annonce qui n'apportent rien aux citoyens là-bas, qui meurent et qui vont mourir son bétail. Très bien. Alors, nous allons changer de sujet. Oui, quelques secondes. Oui, allez-y. Donnez-moi quelques secondes seulement. Après 62 ans d'indépendance, quelle honte. La zone officielle Niger, c'est plus d'1 million d'hectares arabes. Il y a le lac Madi, il y a le lac Ounien, il y a le lac Fagimri, il y a le lac Télé, il y a le lac Debo. Quelle quantité d'eau. Et après 62 ans, parce que tout simplement, la France a suspendu une petite aide, on est là à pleurer. On aurait pu trouver la solution. Qui pleure, M. Badou? Personne ne pleure. Non, je ne parle pas de mes deux jeunes, je ne parle pas de en tant que tel. Mais la France a suspendu son aide de développement, c'est vrai. Ça va porter un coup. Mais moi, je pense que l'urgence, c'est de réfléchir comment compenser la suspension de l'aide française. Et comment compenser ça? Donc, c'est à la transition de réfléchir rapidement. Parce que vous ne pouvez pas faire des effets d'annonce, comme il l'a dit, sans preuve. Comme on le dit en Bambara, quand tu mets beaucoup de boue dans ta bouche, là, il faut suffisamment de salive pour mouiller cette boue-là. Ça, c'est une vérité absolue. Je pense qu'ils ont ce secret de pouvoir compenser la suspension de l'aide française. Sinon, je dirais que nous sommes en partie responsables de ce qui est en train de nous arriver. Pendant la plaine de Saoné à Diré, c'est un endroit où on peut cultiver du blé. D'un blé de qualité. Donc moi je trouve que profitons de cette suspension de l'aide française au développement pour y réfléchir, pour faire travailler notre génie et trouver une alternative à cette histoire d'aide au développement. On en a assez avec les aides au développement. À chaque fois, c'est la France qui suspend son aide au développement. Après, c'est l'USAID qui suspend son aide au développement. On se retrouve dans la rue en train de croiser les bras. Et les Français ont suspendu l'aide, les Américains. Il faut arrêter avec ça. Mettons-nous au travail. Je pense que c'est le travail qui assure l'indépendance. Comme il a dit, le populisme inutile, ça ne sert à rien. Mettons-nous au travail. Très bien. Mettons-nous au travail, c'est très important. À partir d'aujourd'hui, mettons-nous sérieusement au travail pour Mali Kora. Nous changeons de cap, nous changeons de sujet. On parle à présent du Royaume-Uni, de l'Angleterre en tout cas, qui annonce le retrait définitif de ses troupes déployées au Mali ce lundi 14 novembre, qui serait justifié par le partenariat contre-productif entre la transition au pouvoir à Bamako et le groupe paramilitaire russe Wagner. Alors, les Anglais partent. Un départ de plus. Est-ce que nous allons changer, nous allons trouver un moyen de combler ce vide des Anglais qui annoncent leur retrait définitif? Bon, déjà, beaucoup d'Européens qui ont contribué à Barkhane l'ont fait pour venir en appui à la force, qui ont contribué à l'aménagement plutôt, l'ont fait pour venir en appui à la force Barkhane en fait. Et nous avons même été surpris que ces Européens-là n'aient pas accompagné Barkhane dès le départ annoncé en fait. Mais la force britannique, contrairement peut-être à la force allemande, n'est pas aussi conséquente en fait, pour créer un vide après son départ. Donc si, et j'en suis sûr qu'on en trouvera, d'autres interviennent pour combler ce vide. D'autres qui? Ça peut être n'importe qui. Il y a nos voisins, il y a beaucoup de nos voisins qui n'ont pas encore apporté leur contribution à la force au Niger. Il y a l'Algérie, il y a la Mauritanie. Peut-être que cela les poussera à agir. Parce que le problème de la sécurité au Mali les touche directement. Et aujourd'hui, ces forces internationales ont permis peut-être de contenir cette insécurité-là, qui s'est étendue sur les voisins les plus faibles et qui n'a pas pu s'étendre sur les deux voisins.
Et si ces celui quitte totalement le Mali, et ça pourra s'étendre à ces deux pays-là. Mais au-delà, en fait, la question de Wagner en fait, n'est pas une justification pour moi valable pour que ces gens-là quittent. En fait. Parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas évoluer sur le même terrain avec ce groupe paramilitaire. C'est ce que en fait, ils interviennent dans un cadre spécifique qui est celui des Nations Unies, qui n'ont pas vocation aujourd'hui à combattre. C'est eux qui le disent, en fait. Ils ne combattent pas les terroristes. Alors que Wagner est là pour aider l'armée à combattre les terroristes. Donc, ils n'ont pas la même mission. Exactement. Comment ça peut les gêner, en fait? Ils sont cantonnés dans des camps qui souvent même sont sécurisés par les FAMA. Donc, ça, pour nous, ça n'a aucun sens quand ils disent que la présence de Wagner va les gêner parce qu'ils n'ont pas la même mission. Vous voyez. Mais vous disiez à l'entame que le départ de Barkhane a eu beaucoup d'incidences sur la région de Gao, d'où vous êtes membre de la force G de Gao. Alors, comment pouvons-nous expliquer ça si le départ de Barkhane a des incidences? C'est que le départ des troupes anglaises aussi peut avoir naturellement des incidences. C'est pour faire la différence. Barkhane avait un camp à lui. Et dans ce camp-là, il y avait autant de jeunes employés ou même à peu près autant de jeunes et d'autres qui étaient employés à Barkhane qu'à la MINUSMA. Et il y avait autant de forces approximativement qu'à la MINUSMA. Et le contingent britannique n'est pas aussi conséquent que ça pour créer un vide comme le départ de Barkhane l'a fait. C'est un contingent avec un effectif très réduit, donc ça ne peut pas créer un vide aussi grand que ça. Mais c'est la question que nous posons. Est-ce que d'autres ne vont pas suivre ces contingents-là? Il y a les Allemands qui ont déjà annoncé, en tout cas, merci. Merci, monsieur Anas Maïga de la Force G, monsieur Aboubakrine Touré. Alors, le Mali s'isole davantage. Il y a la suspension des troupes anglaises, en fait, le départ, le retrait définitif des troupes anglaises. Est-ce que nous ne nous isolons pas davantage? Oui, évidemment, nous nous isolons, mais il faut quand même, je pense, revisiter un peu les schémas de la mise en place de la MINUSMA. Effectivement, vous l'avez dit, le lundi 14 novembre, James Ipers, le secrétaire d'État chargé des forces armées, en tout cas des autorités britanniques, avait annoncé devant la Chambre des communes que les autorités britanniques ont décidé en toute responsabilité de retirer progressivement les éléments au sein de la MINUSMA. Je disais qu'il est important de revisiter les schémas de la mise en place de la MINUSMA, parce que les schémas classiques voudraient que les Britanniques et toutes les autres nations puissent composer la MINUSMA, mais la force Barkhane doit un peu occuper les champs, c'est-à-dire l'environnement, pour sécuriser ces Occidentaux. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la force Barkhane qui est parti depuis août. Donc, c'est des gens qui se sentent plus en sécurité. Parce que la vocation de la MINUSMA... Mais ce n'est pas la raison évoquée de leur... Non, ils ont parlé de la force Wagner, de milice Wagner, mais en réalité, parce que c'est des gens, nulle part, ils n'ont opéré sur le même terrain. La Russie et les Occidentaux s'opposent même sur d'autres champs, notamment l'Ukraine. La guerre en Ukraine aujourd'hui est une manifestation parfaite de l'opposition entre les Occidentaux et la Russie. Et tout le monde, on vous a parlé en vous disant que la milice russe a des acquaintances avec les pouvoirs russes. Donc, les Occidentaux ne se sentent plus en sécurité. Surtout qu'ils ont défini, en tout cas, des prérogatives qui consistent à ne pas aller, en tout cas, faire la guerre. Et ils sont là, comme ils le disent, c'est une mission multidimensionnelle, intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Mais dans quel sens ils doivent contribuer à la stabilisation du Mali? Ce n'est pas en faisant la guerre. Et ils pensent qu'ils doivent être là tout en étant en sécurité. Le départ de la force Barkhane les met en insécurité totale, et la présence de la force paramilitaire russe est une menace réelle pour leur épanouissement. Donc, ils ont pris leur responsabilité de partir. Mais je pense que c'est une annonce qui n'est pas un divorce
consommer. Parce que le secrétaire d'État James Hyper avait dit devant la Chambre de communes qu'il y a d'autres volets sur lesquels les partenariats vont continuer, notamment l'humanitaire et le développement. Mais maintenant, je trouve même qu'il tend un peu la brèche à nos autorités de pouvoir engager un certain dialogue, les permettant de revenir sur la table. Parce que c'est différent, on ne mérite pas de percevoir cette annonce sous le même angle que l'annonce faite par les autorités ivoiriennes. Parce que la Côte d'Ivoire était sans ambiguïté là-dessus. Il n'y a pas de possibilité de reconsidérer le retour, en tout cas des forces armées ivoiriennes. Alors que le secrétaire d'État James disait que si le Bamako pète les flancs à une discussion pour redéfinir encore les schémas de la présence de leurs forces, il n'y a pas de quoi à ne pas tenter en tout cas cette chance pour donner un nouveau dynamisme à la coopération entre le Mali et le Royaume-Uni. Alors, M. Badou, les troupes anglaises déployées au Mali sont en train de partir. Il y a la Côte d'Ivoire aussi qui annonce le départ des policiers, en tout cas de ces hommes ici. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans les jours à venir? À quoi peut-on nous attendre dans les jours à venir? Dans les jours à venir, on peut s'attendre au bonheur total. Moi, je pense que la nouvelle du départ de ces gens-là, moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle. C'est du pain béni pour nous. La MONUSCO est présente en République démocratique du Congo depuis 20 ans. Les rebelles du M23 sont à 20 km de Goma. C'est les pays de l'Afrique de l'Est qui sont en train de mettre sur pied une brigade d'intervention rapide pour pouvoir venir en aide à l'armée congolaise. Déjà, un contingent kenyan est arrivé à Goma. Donc c'est pour vous dire que le départ de ces gens-là n'affectera en rien l'existence de ce pays. Le Mali a existé avant l'aménagement, le Mali va continuer à exister après l'aménagement. Mais sur le plan sécuritaire, sur le plan sécuritaire, non, si vous me permettez, permettez-moi, si je vous en prie. Et bien avant la décision britannique et la décision ivoirienne, la ministre allemande, Annalena Baerbock, est venue. Elle s'est entretenue avec Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop a bel et bien dit qu'on ne peut pas influencer le Mali dans ses choix. Ce n'est pas parce que le Mali a fait appel à des instructeurs militaires russes que ces pays-là doivent partir. Si réellement ces pays-là sont les berceaux des droits de l'homme, ces pays-là ne doivent pas partir. Mais si ces pays prennent la décision de partir, ces pays n'ont qu'à partir. Et c'est surtout le cas de la Côte d'Ivoire qui me cœur. Je vais vous dire une chose sur ce plateau. Quand vous voyez la souris... Quand la Côte d'Ivoire annonce aussi... quand la Côte d'Ivoire annonce son retrait, je vais vous dire une chose, si vous me permettez. Quand vous voyez la souris sur la peau du chat, c'est que la mort est imparable. Si c'est des pays comme la Côte d'Ivoire qui disent qu'ils vont se retirer du Mali, c'est que le Mali est tombé bas. Ce n'était pas le Mali que nous avons connu hier. Avant, c'est le Mali qui volait au secours d'autres pays. L'armée malienne a versé son sang pour beaucoup de pays. Je ne vais pas rentrer dans certains détails parce que nous sommes sur un plateau. Le 22 novembre 1970 à Conakry. Quand on tire Patrice Lumumba, Modibo Keïta a dépêché un contingent au Congo belge à l'époque. Le Mali est intervenu dans beaucoup de pays, en Centrafrique, pour sauver les Africains, pour sauver des vies. Et si aujourd'hui les Ivoiriens prennent cette décision de retirer leur contingent du sol malien, je pense que les Ivoiriens commettent une grave erreur. Et j'en appelle à l'Union africaine. Tout ce qui nous arrive, c'est la faute à l'Union africaine. L'Union africaine doit s'assumer. C'est les troupes rwandaises qui ont sauvé Bangui il n'y a pas longtemps, avec l'aide des Russes. Et ce sont les troupes rwandaises qui ont reconquis la province du Cabo Delgado qui était tombée entre les mains des terroristes. Les troupes rwandaises sont parties aider les troupes mozambicaines pour chasser les terroristes. Donc, il faut qu'on fasse appel à la solidarité africaine. La mission a fait un travail remarquable en Somalie. Donc, les Africains même n'ont qu'à s'assumer, les Africains n'ont qu'à prendre les responsabilités et mettre en place des forces communes pour pouvoir combattre. Est-ce que cette annonce de la Côte d'Ivoire peut être expliquée par le fait qu'il y a des militaires qualifiés de mercenaires par les autorités maliennes qui sont arrêtés, détenus ici au Mali depuis le 10 juillet dernier? Il ne doit pas avoir forcément un lien. Et quand mon jeune frère parle de la présence de Barkhane, le 21 mai 2014, quand les forces gouvernementales maliennes évacuaient Kidal, il y avait la force Serval. Et l'armée malienne combattait, c'était une armée nationale. Une armée régulière qui combattait des malfrats, des bandits. Ni la MINUSMA ni Serval n'ont prêté même faute à l'armée malienne. L'armée malienne a abandonné Kidal. Et vous pensez que ça, c'est une bonne chose? Si réellement la France était sincère, ce jour-là, la France allait intervenir pour que nous occupions la ville de Kidal. Parce que Kidal fait partie du Mali. Si on a perdu Kidal, peut-être des gens vont me dire que la France a évacué Kidal, on n'a qu'à aller reconquérir Kidal.
Mais si la France était assise... C'est pourquoi on a chassé Christian Aurier qui était l'ambassadeur de France au Mali. Parce que lui, il a dit aux autorités françaises à l'époque que les Maliens ne comprendront pas votre attitude. Si vous vous alliez au MNLA, les Maliens ne comprendront pas ça. On laisse notre armée au niveau d'Anefis et les Français seuls rentrent à Kidal. C'est depuis là que les problèmes ont commencé. Si la France avait réellement aidé le Mali à restaurer sa souveraineté sur Kidal, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je crois que, disons-nous la vérité, moi je ne vais pas rentrer dans les plaidoyers pour Domo, parce que dans un il ne faut pas parler de soi, mais ce n'est pas une bonne chose. Mais ce que je vais dire, il faut que le peuple malien s'assume, il faut que le continent africain s'assume. Kadhafi a été liquidé et exposé comme une pièce de misère à Misrata, aux yeux aussi des chefs d'État africains. Arrêtons avec ça, qu'ils dégagent de chez nous. Ils sont en République démocratique du Congo depuis 20 ans. Très bien. Pour quel résultat? Donc moi je pense que si la ministre n'a qu'à ramasser ses bagages et partir. Si la ministre part... J'espère que vous assumez vos propos. Mais avant que la ministre ne vienne, on mangeait, non? On Non, buvait, non? je vous pose Avant une question. que Barkhane et Servan ne viennent, Je on vous pose mangeait, une on question, avait monsieur des emplois. Badou. J'espère que vous assumez vos propos. Ah oui? Très Nous assumons nos propos. Très bien. Voilà. Merci. Alors, une dernière question pour terminer avec vous. Oui. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire serait manipulée par la France dans cette histoire de retrait de leur contingent? Ça ne me surprend pas. Si la Côte d'Ivoire a pris cette décision, ça ne m'a pas du tout surpris. Et moi, je m'attendais à ça. Et ça n'a aucun lien avec les 46 Ivoiriens qui sont en République du Mali. Et je vais vous dire une chose. Moi, je pense que, sachons raison garder et soyons optimistes. Le Nord sera libéré. Et pour votre information, je vais vous donner une très bonne information. Les forces armées maliennes sont en train de remonter vers le Nord, à partir du Sud-Est et du Nord-Est. Donc l'armée malienne, l'objectif de l'armée malienne, c'est de prendre ces gens-là en tenaille. Et l'armée est en train de le faire. Les gens sont pressés sur les communes de Talataï, de Tassiga ou Wataguna, qui sont entre les mains de touristes vers Ansongo. Toutes ces communes seront libérées. L'armée a sa stratégie de monter en puissance. Et je vous jure que dans quelques mois, ces zones-là seront libérées. Que ces gens-là restent ou pas, là, ces zones-là seront libérées. Très bien, vous voulez rebondir sur ça, monsieur? Moi, je crois que c'est une bonne nouvelle si ça venait à se concrétiser. Mais l'isolement du Mali ne fait l'homme d'aucun doute. Vous savez, il y a des pays comme le Danemark, la Suède, qui ont déjà annoncé le départ. Il y a la Tchécoslovaquie qui avait même demandé à ce que son ambassade soit fermée au Mali. Donc c'est les Occidentaux, les uns après les autres, qui demandent à quitter le Mali. Et cela nous oblige à trouver une réponse appropriée à leur absence. C'est bien de tenir des discours, mais si jamais nous ne prenons pas la mesure de l'importance de redynamiser les forces armées de sécurité pour assurer notre propre sécurité, les vides des Occidentaux risquent de créer un véritable désordre que nous ne pouvons malheureusement un jour assumer. C'est pourquoi je pense que l'isolement du Mali, c'est-à-dire que c'est le revers de la médaille. Si nous prenons l'engagement de doter les forces armées, d'investir, le général Yamoussa Kamara, il est aujourd'hui secrétaire permanent à la sécurité, il disait dans son livre « Présumé coupable, ma part de vérité » que la liberté, ce n'est pas un acquis. C'est un héritage que nos ancêtres nous ont légué. Nous avons l'obligation de la de l'assumer et de la transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est de cette liberté qu'on parle. C'est de cette liberté qu'on parle. Donc cela passe par la mise en place d'une armée redynamisée, forte, pouvant définitivement libérer le territoire. Nous avons entendu tous les discours, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut des actes. Il faut que l'armée aille avec des hommes de presse qui soient formés en matière de couverture médiatique, de conflits, pour amener l'opinion à épouser définitivement les autorités de la tension. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est qu'il y a un doute naissant qui risque de prendre des proportions inquiétantes. Très bien, merci M. Touré. Alors, je reviens à vous pour clore avec ce sujet. Oui, vous voulez rebondir sur ça ou on va direct. Je vais direct. Au fait, ce que les gens n'ont pas compris, au fait, nous sommes sur un territoire qui est immense et nous avons une armée qui ne peut pas se projeter partout où elle veut. Non seulement l'effectif n'y est pas, mais les moyens aussi n'existe pas, en fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à combattre dans l'armée? Moi, je n'ai jamais eu cette vocation-là. Ok, d'accord. Mais je suis aussi un soldat sur d'autres fronts. Ok. Et qui sont aussi importants. Donc, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts à intégrer l'armée.
et souvent qui sont exclus de façon arbitraire parce que quelqu'un a son fils et il peut, comment on appelle ça, l'intégrer dans l'armée comme il veut. Vous voyez. Donc, en fait, nous avons besoin de partenaires pour nous aider non seulement à reconstruire notre armée, comme ça a été déjà le cas de 2013 à 2021, et nous avons aussi besoin de partenaires pour nous aider à combattre le terrorisme. Pas que sur le plan militaire. Le terrorisme se gagne aussi sur le plan économique et financier. Et nous n'avons pas ces moyens-là. Ceux qui ont ces moyens-là sont en train de nous abandonner un à un. Et je dirais que c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et ce n'est pas avec des discours qu'on va faire croire aux gens que ça va aller. Très bien, merci. Alors, ce que j'aimerais ajouter, ne paniquons pas. Je me rappelle bien, il n'y a pas longtemps, RFI disait que les Occidentaux commencent à évacuer Addis Abeba. Il nous a été formellement interdit de relayer les informations de RFI. Et ça, c'est ça, c'est avant que RFI ne soit fermé. Bien avant la fermeture de RFI. RFI a l'habitude de dire que les Occidentaux sont en train d'évacuer leur personnel d'Addis Abeba parce que le TPLF va bientôt rentrer à Addis Abeba. On a vu le Premier ministre Abiy Ahmed, il a porté sa tenue de colonel avec un petit bateau. Il est parti à Kombolcha, à 180 km d'Addis Abeba. Et le TPLF a été repoussé. Je vous en prie, le TPLF a été repoussé. Et avec le concours des troupes érythréennes, avec l'aide des troupes érythréennes, l'Éthiopie est un État vaste. L'Éthiopie, c'est vrai, le Mali dépasse l'Éthiopie en superficie, mais l'Éthiopie aussi est un pays qui est très vaste. Et il y a plusieurs ethnies. C'est une fédération, c'est un État fédéral. Donc, Abiy Ahmed est parti à la rencontre des combattants du TPLF. Il les a repoussés avec l'aide de l'Érythrée. Qu'est-ce que nos voisins font pour nous aider? Donc moi je pense qu'il n'y a pas lieu de paniquer si ces gens-là veulent partir, donc à partir. Et l'Éthiopie existe. Si ces jours-là, Abiy Ahmed avait paniqué parce que les Occidentaux sont en train d'évacuer leurs personnes, etc. On allait être là où on est aujourd'hui. Et c'est pour vous dire que là où on est, ça c'est une raison garde. Moi je pense que quand un pays traverse des moments difficiles, c'est l'union sacrée qui doit prévaloir. Très bien. Toi, je m'installe. Il faut qu'on arrête avec ça. C'est ça le problème de ces pays. Donc certains veulent profiter de cette situation pour dire qu'il faut que certains dégagent et ils ne peuvent pas. On ne va pas continuer. Le cycle infernal ne peut pas continuer. On a dit que Modibo Keïta n'est pas bon. On a dit que Moussa Traoré n'est pas bon. On a dit que Alpha n'est pas bon. On a dit qu'Ibeka n'est pas bon. Mais qui est bon? Donc finalement, je crois que ne comptons pas sur l'étranger pour vraiment nous sortir d'affaires, pour nous tirer d'affaires. Très bien, donc, merci. Merci M. Balou. Alors, nous parlons de la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord et dans le centre, surtout ces derniers événements avec, dans la région de Gao, si nous prenons par exemple Assongo, c'est très compliqué dans la ville même de Gao, quand nous allons à Tombouctou, à Gundam. C'est vraiment compliqué avec les parents qui vivent dans ces contrées. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Nous savons, il y a eu un discours, il y a eu une propagande avant, l'armée monte en puissance. Est-ce que l'armée continue de monter en puissance? Et ce que je vais rappeler, au fait, la montée en puissance de l'armée, ce n'est pas au lendemain de la transition qu'on a commencé à l'évoquer, au fait. Moi, je me rappelle, depuis 2018, on parlait de montée en puissance de l'armée. Sous Ibeka. Sous Ibeka. Au fait, une armée ne se construit pas en 2 ans, 1 année, comme certains voudraient le faire croire. Une armée se construit pendant une décennie, pendant un demi-siècle. Une génération. Une génération, en fait. Ce n'est pas en 2 ans qu'une armée se construit. Ça, c'est impossible. La montée en puissance de l'armée, on l'évoquait depuis 2018. Hein? Et c'est une réalité. Mais elle n'est pas visible dans certaines localités, dans certaines situations ou dans certains contextes. En fait. Et cela laisse le doute s'installer auprès des communautés qui vivent cette insécurité dans leur âme et dans leur corps. Quand on prend le cas du centre, moi, j'ai les preuves qu'il y a des opérations qui sont menées dans le centre du pays. Mais ces opérations ne sont toujours pas arrivées jusque vers Hombori, Boni, Hombori, Gossi, jusque vers Gao et se projeter vers Ansongo, Meneka et de l'autre côté vers Tessit. Donc ça tarde. Et là, pendant que les opérations sont menées au centre du pays, le nord est ravagé. Les localités sont vidées des populations. Certaines populations se font massacrer par centaines. Donc c'est ça la réalité aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est
c'est que l'armée se donne les moyens de se projeter et de pouvoir protéger ces populations-là. Très bien. Aujourd'hui, je vais juste ajouter 2 phrases. Aujourd'hui, on n'a plus ce partenaire qui pouvait nous aider à se projeter et à combattre au nord pendant que nous combattions au centre. Aujourd'hui, c'est à l'armée de se donner les moyens et nous savons que nous avons des hommes capables dans l'armée qui sont prêts à le faire, mais il faut se donner les moyens d'abord pour pouvoir se projeter et pouvoir défendre nos populations meurtries. Très bien. Merci. Alors, Monsieur Touré. Voilà, moi, avant de revenir sur la question de la sécurité au nord, je voudrais un peu rebondir sur l'annonce des autorités ivoiriennes. Vous savez, dans leur annonce, les autorités ivoiriennes se sont donné le droit de dire qu'après le retrait des forces ivoiriennes qui seront projetées sur d'autres théâtres, pour dire que l'objectif des autorités ivoiriennes, c'est seulement qu'ils ne puissent plus porter une quelconque aide militaire au Mali. Ils sont partis, selon le journal en ligne ivoirien Kwasi, jusqu'à interpeller un policier malien du nom de Daouda Taoué sur le territoire ivoirien qui était dans des conditions irrégulières de séjour. Mais ils ont donné la leçon, selon les termes, aux autorités maliennes en remettant ces policiers à nos autorités. Donc je pense que le fait de vouloir encourager une intégration des États à travers l'UMOA, la CEDEAO, et voir de tels comportements, de tels discours, nous, en tant que citoyens lambda, observateurs avertis, nous sommes inquiets. Nous nous posons la question de savoir, est-ce que cette intégration dont on parle, cette liberté pour les citoyens communautaires vers réellement les jours, est-ce que les Maliens, comme les Ivoiriens, peuvent se déplacer pour aller en Côte d'Ivoire et venir comme ils l'entendent? Parce que en tout cas, ça ne peut pas un bon lendemain. Pour revenir à la question du Nord, le problème de sécurité, je le disais une fois ici, le premier devoir d'un État, c'est la sécurité. Un État qui n'est pas en mesure d'assurer la sécurité doit s'interroger sur les bien fondés de son maintien en place. C'est pourquoi moi je pense qu'il a dit qu'il ne s'agit pas seulement de nous animer avec des slogans. Aujourd'hui, si ce que l'aîné Badou disait est avéré, je pense que c'est la seule solution. Cette dynamique qui consiste à déployer l'armée sur l'ensemble du territoire, jusqu'auprès des proximités, jusqu'auprès des populations les plus éloignées, c'est la seule solution. Notre seul salut réside dans ça, que l'armée, qui ait un recrutement massif, qu'il y ait des camps partout où la menace est réelle. Parce que je vous l'ai dit, tout le monde n'est pas fonctionnaire. Sur les 20 millions de Maliens, il y a que... l'informel prédomine. L'informel prédomine. Et nous sommes un pays agro-pastoral. Nos éleveurs du Nord, nos agriculteurs du Nord vivent de leur culture et de leur bétail. Ces bétails-là sont régulièrement confisqués par les groupes armés à d'autres fins. Ces cultures-là sont toujours détruits par les groupes armés. Ils sont laissés pour compte. L'aide humanitaire, devant les soutenir, vient d'être suspendue. Posez-nous la question de quoi est-ce que ces gens vont vivre. Parce que, arrêtons avec les slogans. Aujourd'hui, on ne doit même pas annoncer. J'ai compris que ces derniers temps, l'institution militaire a développé réellement son volet communication. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est des résultats. Il faut qu'on dise que la militarisation de la police doit être une réalité. C'est-à-dire qu'il faut aller plus vite. Chaque fois que des militaires venaient à libérer une zone qui était détenue par les groupes armés terroristes, on doit installer un camp pour assurer la population de mener à bien leurs activités, qui est l'agriculture, l'élevage, c'est les seules sources de revenus. Ils n'ont pas autre chose. L'État ne doit rien pour ces gens-là, pour vivre. Ces gens-là ont abandonné la zone de Tissit. Ils sont venus à Ansongo. Il y a une surpopulation de la population à Ansongo. À Gao, ceux qui n'ont pas pu rester à Ansongo sont venus à Gao. C'est ça la vérité. Il ne s'agit pas pour nos leaders pour aller écouter une certaine société civile, écouter les problèmes pour ne pas poser des actes. Très bien. Donc, vraiment la montée en puissance de l'armée, voire avec l'installation systématique des camps partout où il y a l'insécurité. Très bien, merci. Merci. Alors, Monsieur Badou, vous voulez rebondir sur cette question? Oui, sur cette question. C'est-à-dire, c'est le rôle régalien de l'armée malienne de libérer le territoire. Et si l'armée malienne va le faire, aucune force ne le fera à la place de l'armée malienne. Donc, l'État doit s'assumer
et mettre l'armée dans toutes les conditions. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Donc il est du rôle régalien, il est du devoir de l'armée malienne de libérer les territoires maliens. Personne ne le fera à la place du Mali. Parce que les forces internationales sont là depuis 10 ans. Et il y a pas eu... malgré leur présence, la situation a empiré. Du nord, la situation a gagné le centre pour gagner le reste du sud. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Vous partez dans le Kouroumari, dans le Haïré, dans le Farimake, dans les Afoudou, etc. L'armée est en train de libérer des pans entiers du territoire. Et nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique. Et quand vous devez faire face à une guerre asymétrique, vous devez faire extrêmement attention. Au risque souvent de tuer des villages entiers. On a vu ce qui s'est passé à Moura. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? On a dit que l'armée malienne a massacré des civils à Moura, donc c'est pourquoi l'armée malienne fait un travail professionnel. Je ne soutiens pas l'armée malienne, je ne soutiens pas la transition, je ne suis pas Madame Gaoulo, je ne suis pas Garangé Mamou pour soutenir la transition. Non, mais vous avez l'habitude de soutenir quand même la transition. Par conviction, je soutiens mon pays, mon peuple et ses dirigeants. Ce n'est pas parce que la France dit que nos dirigeants ne sont pas bons, que nos dirigeants ne sont pas bons. Non. Je ne travaille pas sur cette base. Je travaille sur quelle base? Sur la base de ce qui est en train de se passer. Des résultats. Ce que je suis en train de voir. C'est-à-dire, je suis tellement oculaire ou auriculaire par rapport à ce qui est en train de se passer. Parce que je vais régulièrement au centre. Je ne me contente pas de Bamako. Souvent, je vais au centre. Très bien, merci. Fatoma qui se trouve à 9 km de Mopti, à 9 km de Sévaré. Dans le temps, personne ne pouvait aller à Fatoma. Aujourd'hui, tu peux aller à Fatoma. Mopti, derrière le fleuve. Aujourd'hui, tu parles là-bas. Avant, tu ne pouvais pas aller là-bas. Donc, ce n'est pas avec un coup de baguette magique que l'armée malienne va libérer l'ensemble du territoire. C'est petit à petit. On a vu comment les Américains ont quitté l'Afghanistan, malgré les B-52, les super forteresses, les F-16. Il faut donc très bien, merci. Alors, nous allons clôturer avec ce dernier sujet. Il s'agit bien de la liberté de la presse. Lutte, en tout cas, recul de la liberté de presse ou recul de la liberté d'expression. Nous avons Djoliba TV News, l'une des principales chaînes d'information privée qui est suspendue pour 2 mois depuis le 3 novembre dernier. Qu'en est-il exactement? Je reste toujours avec vous, Badou. Liberté de la presse, est-ce nous sommes en train d'aller à un recul de cette liberté arrachée de sang par nos ancêtres? On est en train de reculer. Sur ça, je suis sans état d'âme. Avant, le Mali était devant la France en matière de liberté de presse. Aujourd'hui, le Mali est derrière. Donc, la HAC doit plutôt accompagner la presse malienne. La HAC doit assister la presse malienne. La HAC ne doit pas fermer Djoliba TV à cause d'un éditorial. Chaque chaîne de télé, chaque journal a sa ligne éditoriale. Donc, respectons les lignes des journaux, des chaînes de télé. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Pour terminer, vous savez que le Mali est devenu un pays proxoire. C'est une expression de Jevgenij Brzezinski qui a été conseiller à la sécurité nationale de Jimmy Carter. Le Mali est un pays où Russes et Occidentaux s'affrontent. Donc faisons attention par rapport à l'information. Donc la HAC est en train de commettre une erreur. Que la HAC ouvre Djoliba TV pour que Djoliba TV contribue à la restauration de l'image du Mali. Donc la HAC a commis une erreur. Ceux qui sont à la HAC, souvent je me demande si leur tête là ça tourne bien. Au lieu de laisser vous êtes responsable de ce propos que vous venez de tenir. Oui, je suis responsable de ce que je suis en train de dire. La HAC ne devrait pas fermer Djoliba TV. À quel titre la HAC ferme Djoliba TV? Djoliba TV ne fait que son travail. Nous n'avons pas vocation à insulter la HAC sur ce plateau. Je n'ai pas insulté la HAC. J'ai parlé de tête. Je n'ai pas insulté quelqu'un, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Même si c'est quelqu'un, si c'est individuel, nous, sur ce plateau, nous n'avons pas vocation à invoquer. Je ne vais pas te voir à quel titre. Le premier ministre burkinabé, Apollinaire Kilem de Tembela, il a dit l'autre jour que ce n'est pas à la rue de dicter au gouvernement ce que le gouvernement doit faire. Il a dit, écoute bien, il a dit que ce n'est pas à la rue de dicter au gouvernement ce que le gouvernement burkinabé doit faire. Ce n'est pas, est-ce que c'est la rue qui a dit de fermer? C'est pour dire que c'est ce genre d'expression qui a été utilisé dans l'éditeur d'Ataïr Setou. Son seul péché, c'est ça. Donc on n'est pas d'accord avec la HAC aujourd'hui. Si la HAC est là pour la presse, si la HAC est réellement là pour nous, la HAC ne doit pas fermer Djoliba. Et si la HAC continue à persister dans son erreur, la HAC même sera démantelée. Parce que la HAC est là pour la presse. Si nous, on ne veut pas de la HAC là, la HAC va dégager. Voilà. Merci. Voilà. Notre confrère Badou Escoba est un peu énervé et c'est normal. Le recul de la liberté de presse, cette suspension de la chaîne d'information Djoliba TV News. Alors, c'est regrettable. Votre avis sur ça, sur cette suspension pour 2 mois de Djoliba? C'est vraiment regrettable. Vous savez, je retiens ici les propos d'un homme d'État à penchant démocrate qui disait que même si je ne suis pas d'accord avec vous, je me battrai
pour que vous continuez à dire ce que vous dites. Pour dire que le réflexe des autorités aujourd'hui, dans un État démocratique, c'est de faire promouvoir la liberté de la presse. Et je suis même étonné qu'on aille directement à la suspension. On pouvait trouver des mécanismes tendant à attirer l'attention de ces journaux sur la nécessité de préserver la sécurité et la paix, sans qu'on aille vers la sanction. Et d'ailleurs, je ne suis pas peut-être la voix la plus indiquée, mais c'est une émission qui est incriminée. Ce n'est pas tous les programmes de la télévision. Mais on a utilisé cette émission pour sanctionner toutes les institutions. Alors qu'il y a des emplois qui sont en jeu. Vous regardez ça comme un prétexte pour suspendre... Moi, je pense que c'est une façon pour la HAC, en tant qu'autorité de la communication, de servir une certaine mémise. En tout cas, il y a quand même des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui pensent que s'ils ne font pas de sorte qu'une certaine presse soit muselée, ils risquent de payer les frais. Donc, ils sont capables d'utiliser la HAC pour empêcher des positionnements contradictoires de s'émerger. Est-ce que vous pensez que la HAC est manipulée? Ce n'est pas qu'elle soit manipulée, mais je pense qu'elle, en tant qu'institution, elle pense mieux servir la transition en jouant un certain caporalisme derrière les hommes de presse que de laisser faire. Alors même que je ne pense pas qu'ils aient demandé l'avis de nos autorités. Parce qu'en réalité, nous avons fait partie beaucoup de pouvoirs. C'est des pouvoirs qui ont à un moment donné empêché à ce que des voix contradictoires soient émises. Rappelez-vous la mort du journaliste Ibrahima Touré. Ceux qui sont incriminés aujourd'hui, ils étaient là au pouvoir. Mais est-ce que le fait de donner la mort à Ibrahima Touré les avait empêchés d'être chassés par la rue? Donc, à force d'étouffer une presse, on risque d'entretenir une bombe à retardement. Donc, la véritable démocratie, la véritable social-démocratie réside dans l'accompagnement de la presse et dans l'entretien de l'opinion contradictoire. Très bien. C'est-à-dire la pensée unique n'est pas une réalité qui doit exister dans une démocratie. La pensée unique n'a pas sa place dans une démocratie. Alors, nous terminons sur ce sujet avec vous rapidement. Est-ce que nous sommes en train d'aller vers un recul de la liberté d'expression ou de la liberté de presse? Moi, je pense que nous sommes déjà arrivés, au fait, au bout, en réalité. Pour moi, selon moi, nous sommes déjà arrivés au bout. Parce que il y a les paroles et il y a les actes. Et ici, c'est un acte qui a été posé et c'est regrettable. Et je profite de votre micro pour témoigner ma solidarité à Joliba TV, à son journaliste qui est directement visé, Mohamed Tahir Halidou, et à tous les employés de Joliba TV. Au-delà même de la presse, c'est une entreprise. C'est un Malien qui a investi dans quelque chose et qui fait travailler... Et c'est les Maliens qui travaillent là-bas. Exactement. Donc, on prive de ces Maliens de quoi manger, de quoi vivre. Et c'est regrettable, en fait. Et au-delà, au-delà d'accuser la HAC, moi, j'accuse aussi les hommes de médias, en fait, les journalistes et autres. En fait, ils ont été spectateurs. En tout cas, nous, pour notre part, nous faisons... Non, en fait, moi, je dis que la réaction, dès le début, dès qu'ils ont fait sortir la lettre... De suspension? D'avertissement d'abord. La mise en demeure. La mise en demeure. En fait, il fallait réagir. Pas de façon divisée. Parce que quand on voit le cas de la maison de la presse, la maison de la presse est dans la discrimination des journalistes aujourd'hui. Moi, je le dis et je l'assume. La maison de la presse, je l'assume. La maison de la presse est dans la discrimination des journalistes. Juste à quelques jours après la suspension de Joliba TV, c'est regrettable. Un autre journaliste a été attaqué sur les réseaux sociaux, il a été victime d'intimidation. La réaction de la maison de la presse a été à la hauteur. Mais contrairement à la réaction de la maison de la presse quand Joliba a été... reçu sa mise à demeure. Exactement. Donc, c'est vraiment des choses... Il n'y avait pas eu de communiqué. Exactement. C'est des choses dont on n'a pas besoin dans ce pays. Quand il faut défendre la presse, il faut défendre toutes les presses. Il ne faut pas défendre ceux qui sont avec moi. Il faut défendre tous ceux de la profession. C'est comme ça qu'on gagne la lutte. Très bien. Merci. Je pense que Joliba TV
c'est un espace ouvert. Moi, j'ai l'habitude d'aller parler de Moussa Traoré. Nous connaissons tous que le promoteur de Djoliba TV, Birama Konaré, son père c'est Alpha Mokanaré. Mais malgré tout, on continue à m'inviter. Donc c'est un plateau, c'est un espace qui est ouvert à tout le monde, tout comme à la FIA TV, tout comme Africa, tout comme les Nouveaux TV. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de discrimination par rapport aux moyens de communication. Donc c'est les canaux de communication que tout le monde utilise. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont venus grâce à Djoliba TV. Et je le dis sans modestie. Moussa Temine a couvert toutes les activités et toutes les activités du M5. Sa moto a été vandalisée. Moussa Temine, sa moto a été vandalisée. C'est le promoteur de Djoliba TV qui a payé une nouvelle moto à Moussa Temine. C'est pas le M5 qui a payé une nouvelle moto à Moussa Temine. C'est pas la télévision qui a payé une nouvelle moto à Moussa Temine. Il est de Djoliba TV. Il a couvert tous les événements du M5. Et Dieu est témoin. Et vous fermez cette chaîne de télévision. Il a même été... Parmi ceux qui sont à l'AC, certains sont à l'AC parce que Assimi est venu au pouvoir. Si Assimi n'était pas venu au pouvoir, il n'allait pas être à l'AC. Je le dis et je le maintiens. Donc, si Djoliba, la transition est là aujourd'hui, c'est en partie grâce à Djoliba TV. Je le dis, Moussa Temine a perdu sa moto pendant les événements. Il a couvert toutes les activités. Il a même failli perdre sa vie. Oui. On l'a gazé. Jusqu'à présent, Moussa Temine continue à toucher. Bon, ceux pour qui il a travaillé sont dans des villas climatisées. Ils sont ministres aujourd'hui. Ils se promènent dans des avions. Donc, ils ont eu tort de fermer, la HAC a eu tort de fermer Djoliba TV. La HAC a tort. La liberté d'expression, c'est un droit, c'est un acquis. Voilà. Très bien, merci. Nous espérons vraiment que les cris de cœur lancés par les uns et les autres sur cette suspension de Djoliba TV, l'une des principales chaînes d'information, sinon la première chaîne d'information Vous avez travaillé à Djoliba TV? Je suis un ancien pensionnaire de là, donc vraiment que cette situation soit vite réglée. Ils n'ont qu'à voir le procès qui est en train de se passer. Vous n'avez plus la parole. Le juge a dit à Dadis, enlevez vos lunettes. Dadis, hier, il a incité tout le monde à Conakry. Vous n'avez plus la parole, Monsieur Koba, vous n'avez plus la parole. Voilà. Je suis en train de conclure. Vraiment que cette situation de suspension de la chaîne Djoliba TV soit vite réglée et que nos confrères, nos collègues de Djoliba reprennent le service, reprennent le chemin du service afin que de la contradiction jaillisse la lumière. Alors, mesdames et messieurs, cette émission s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Alafia TV. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous. C'est Dieu qui demeure fort.